Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine de ce rendez-vous. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour également au juge au siège, Bernard Bougma Geoffroy. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Responsabilité de la classe politique dans l'avènement de coups de force intervenus au Burkina Faso le 24 janvier dernier. Quel rôle peut-elle et doit-elle jouer plutôt dans la transition qui s'annonce pour un retour à l'ordre constitutionnel normal? Voici le questionnement qui va constituer le fil conducteur de la présente convocation. Et à la barre ce matin, Tahirou Barry, il est le président du mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Alors vous êtes un habitué justement de ce plateau-là. Avant justement l'échange avec les juges, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons commencer avec le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Merci Président. Ce qui retient notre attention, c'est ce que nous avons vu hier soir, donc des nominations et puis aussi des communiqués qui disent également que les collectivités territoriales, donc les exécutifs locaux sont dissous, autrement dit il n'y a plus de conseil municipal, il n'y a plus d'action des maires qui vaillent, ça va être des délégations spéciales et tout. Donc c'était attendu, maintenant c'est dans quelle direction, en fonction de ce que le code a prévu, c'est dans quelle direction les uns et les autres vont y aller. Certains d'ailleurs demandaient déjà que les collectivités soient dissoutes. Donc c'est un remake de 2015. En 2014-2015, la transition, quand il y a eu cette dissolution, il y avait eu cette plainte qui avait été déposée contre la transition pour dissolution illégale des collectivités. D'ailleurs, la personne, les concernés avaient remporté la bataille judiciaire. Maintenant, selon certains, le dispositif a été revu et que c'est possible. Donc, en attendant d'en savoir davantage, c'est un premier constat. L'autre constat, c'est une mesure aussi qui va frapper l'économie de la nuit. L'économie de la nuit s'entendant par tout ce qui est lié aux activités de la nuit, des débits de boissons, et puis les lieux de réjouissance. Ça, c'est l'économie de la nuit qui avait déjà pris un coup de fouet compte tenu des attaques terroristes et tout. Donc la mesure qui limite maintenant les événements jusqu'à 0 heure du lundi au jeudi et de vendredi à dimanche à 2 heures du matin, c'est sûr encore que ça va jouer. Mais nous sommes aussi dans un contexte de conflit où j'ai dit que, et j'ai plusieurs fois dit, faire savoir que nous sommes en guerre, c'est dans les actes et c'est aussi dans les mesures. Pour que même s'il y a des festivités à faire, qu'on ait en tête qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas dans le pays. J'ai toujours pris l'exemple de plusieurs pays qui sont en crise et quand vous arrivez, quelque temps après, vous savez que vous êtes dans une situation de crise. Les Ivoiriens ont cumulé gestion de crise et Java en succès. Le coupé-décalé d'ailleurs est né dans ce contexte-là. Mais ça ne veut pas dire que la conscience populaire ivoirienne ne sait pas qu'elle est en crise. Mais ici à Ouagadougou, on ne sent pas qu'on a un pays qui est acculé par les attaques terroristes. Et là, ça part par les mesures et tout. J'ai dit, mais il y aura un impact quand même sur le plan de l'économie de la nuit. Ça, c'est clair. Donc, pour terminer, ce sont les nouvelles nominations avec le lieutenant Evrard Sonda, le jeune Evrard Sonda qui monte en côte. Donc il devient le chef d'état-major général de la gendarmerie. Donc lui qui s'était révélé au niveau de l'UIGN et qui avait pris une autre position qui coordonnait ses forces spéciales au niveau de la gendarmerie après l'attaque d'Inata, aujourd'hui qui devient le patron de la gendarmerie nationale. C'est sûr que ceux qui sont au pouvoir vont gérer autrement cette affaire au niveau de l'armée. La hiérarchie pourrait être bousculée autrement. Donc là, on attend de voir par rapport à la suite qui va être réservée à tout ça. C'est ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Alors merci pour cette lecture. Juge, vous avez la parole. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner les étalons. On a tous suivi le match d'hier, un match tout aussi engagé que les précédents.
Et on va dire que Dame Coupe a fait son choix en termes de casting pour la suite, et les Burkinabés n'iront pas plus loin que ce qu'on a vu hier. Mais c'est pas des étalons qui déméritent en tout cas, parce que quand on regarde dans le fond, il y a une bonne progression de jeu qu'on a pu donner, on a pu se rassurer, et même les Sénégalais ont tremblé à un moment donné lorsque nous avons réduit la marque. C'est dire qu'il y avait quand même beaucoup d'arguments, mais il y avait aussi devant des Sénégalais qui était dans un bon jour, ça il faut le dire. Et puis moi je donne chapeau bas aussi à l'arbitre, parce que très souvent, quoi qu'on dise, il y a cet arbitrage-là, ce sifflet qui a été très défavorable au Burkinabé. Hier, il a été juste, et ça a permis à ce que chacune des équipes donne le meilleur de ce qu'elle pouvait. On retient que nos étalons sont tombés, mais les armes à la main, et se sont bien battus. Je crois que s'il y a des petites corrections à faire, ça ne sera pas de l'ordre des grands chamboulements, parce qu'on a un bon collectif, et puis c'est des jeunes. Donc on a une équipe en transition, mais qui a des dents longues et qui nous a montré qu'on peut avoir confiance en elle. Maintenant, il y a aussi un autre match à jouer, qui est celui du classement. Je pense que c'est samedi. J'ose espérer qu'on aura au moins cette place-là qui est honorable, et qui finit toujours aussi par nous renforcer dans les classements au niveau international. Merci, messieurs les juges, pour ces lectures et ces propos introductifs. Nous allons en tout cas dire également merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur les médias leaders TWITV et Watt FM. Tahirou Barry, président du MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance, parti membre de l'ex-chef de file de l'opposition politique, et notre convoqué du jour. Une fois de plus, bienvenue à la barre du Tribunal de l'actualité. Merci bien à vous. Alors avec vous, on va parler de la situation sociopolitique au Burkina Faso. Alors à ce titre-là, d'ailleurs, vous avez été reçu, je parle de vous et de certains membres de la classe politique, par le lieutenant-colonel Jean Damiba, Jean Damiba à la présidence. Justement, vous avez parlé de la situation. Est-ce qu'on peut avoir, je dirais, la teneur de cet échange-là? Qu'est-ce qui a été dit? Il faut dire qu'à l'issue de cette importante rencontre avec la classe politique, nous avons fait le constat d'une rencontre de vérité. Personnellement, j'ai découvert un nouveau chef d'État qui a pleinement conscience de sa mission, qui sait où il va, et qui a tenu à adresser un message de vérité à l'ensemble de la classe politique. J'ai particulièrement retenu cette prise de position ferme à l'entame des discussions. Dès qu'il a pris la parole, il a clairement indiqué que la dégradation de la situation nationale est certes imputable à l'ensemble des acteurs de la vie nationale, mais elle est plus imputable aux acteurs politiques. C'est vrai qu'on s'est quand même regardé, mais moi je pense que c'est une triste vérité, parce que le mal de notre nation est politique, et le traitement doit par conséquent être politique. Il a également apporté deux messages particuliers. Le premier message, il a invité l'ensemble de la classe politique, les acteurs politiques, a fait preuve de moins de militantisme actif, pour ne pas dire d'activisme politique, afin de ne pas perturber la marche de la transition. Parce que vous voyez, quand on veut se concentrer sur les préoccupations essentielles de la nation, il faut éviter, à travers une certaine agitation politique, de perturber cette mission. Et j'adhère particulièrement à cette recommandation. Il est temps, à un moment donné, de refermer un certain nombre d'actions, faire en sorte que la nation soit mobilisée autour de la priorité nationale qu'est la sauvegarde de notre patrie, et après regarder maintenant vers la compétition électorale.
Alors le chef de l'État l'a rappelé, beaucoup aussi l'ont dit au premier moment de cette crise que le Burkina Faso traverse. Ce qu'on a vu comme coup d'État est un échec de la classe politique dans son ensemble. Votre lecture là-dessus et concrètement, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour qu'on puisse arriver à cette situation? Naturellement, la politique, c'est l'art de prévoir. On le dit, gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir assurément à sa perte. C'est une pensée d'un philosophe qui fait l'unanimité. Nous n'avons pas prévu les mécanismes, les actions, les solutions fortes pour affronter l'adversité terroriste. Le terrorisme a frappé notre nation dès les premières heures du régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais depuis ce temps, jusque malheureusement à la chute du régime, qu'est-ce qui a été fait de sérieux et de consistant pour faire face à la menace terroriste? Donc le coup d'État en réalité n'est que le résultat des fausses réponses aux vrais problèmes terroristes. C'est une classe politique qui avait la responsabilité, conformément à l'article 36 de la Constitution, de fixer les grandes orientations de la politique nationale, de gérer notre pays conformément aux exigences du moment. Nous, en tant qu'acteurs de l'opposition, nous pouvons également dire que nous avons quelque part failli pour n'avoir pas pris toutes les dispositions pour contrôler davantage l'action du gouvernement. Donc sur ce point, je peux convenir avec vous que c'est une faillite collective, mais à des degrés de responsabilité divers. D'accord. Juge Bourma. Alors, vous êtes parti, nous avons appris que vous avez patienté pendant 2 heures avant d'être reçu, mais vous-même vous étiez parti avec quel message aussi apporté au lieutenant-colonel Damiba et ses hommes? Non, je pense que le rendez-vous était fixé pour 9 heures. Il nous a été informé que le président a une contrainte à domicile et qu'il allait arriver avec environ 1 heure de retard. Je pense que c'est autour de 10 heures qu'il est arrivé. La rencontre s'est tenue en moins d'1 heure. Comme je l'ai dit, c'était un message clair, précis, concis. Et les différents partis politiques regroupés dans les tendances, notamment l'ex-mouvance, l'ex-CEFOP, les partis de l'ONA, et puis les autres partis, chacun a désigné un représentant pour s'adresser au président Damiba. Alors, vous dites également que le Burkina a commencé à être attaqué en 2016, alors que c'est pratiquement sous la transition qu'il y a eu la première attaque avec l'enlèvement à Tambao. Ensuite, il y a eu les attaques de Déhou, de Samorouan, tout ça, nous étions en 2015. Donc, c'est-à-dire que les signes avant-coureurs avaient été lancés pendant la transition et vers la fin de la transition, les choses se sont corsées. Et puis, en début du régime de Kaboré, déjà en janvier, c'est Ouagadougou maintenant qui a été attaqué parce que les attaques n'étaient pas sur Ouagadougou. Alors, effectivement, il y a cette responsabilité de la classe politique qui a choisi, au lieu de traiter un mal, mais de s'auto-accuser et d'en faire effectivement comment on appelle ça, un problème politique. Voilà. Maintenant, à l'issue de l'échange, c'est sûr qu'il y a effectivement eu ce regard. Vous avez dit que quand il a dit vous êtes la classe politique à 100% responsable, vous vous êtes regardé. Maintenant, avec recul, qu'est-ce que la classe politique aurait dû faire d'ailleurs, qu'elle n'a pas fait avec l'évolution de la situation, avec le recul? Je pense qu'il ne faut pas occulter le fait que le Burkina Faso avait un capitaine. Et la responsabilité du capitaine, c'était de fixer les grandes orientations de la politique nationale, d'assurer l'intégrité territoriale, de protéger les Burkinabés. Alors, s'il y a une responsabilité à dégager, la responsabilité du capitaine doit être clairement identifiée. Maintenant, je vous dis qu'en tant qu'acteur de l'opposition, moi particulièrement, j'ai été dans un premier temps dans le gouvernement.
avec le parent. Et à ce titre, j'assume ma part de responsabilité également. Mais en tant qu'acteur de l'opposition, je peux dire que quelque part, nous avons aussi failli pour n'avoir pas pris toutes les mesures qu'il faut pour exercer la pression qui s'imposait afin que le capitaine puisse diriger le navire dans de bons auspices. Parce que comme on le dit, à gouverner sans concurrence, on règne sans gloire. C'est Jacques Tocqueville qui l'a dit. Donc, quelque part, en tant qu'acteur de l'opposition, je reconnais que nous avons aussi notre responsabilité. Mais au-delà de tout, il appartient à la nation de tirer les enseignements. J'ai dit dans l'une des publications sur ma page Facebook que l'interruption du processus électoral peut être vue comme un échec. Mais comme l'enseigne notre hymne national, ce sont les échecs qui vont fortifier notre peuple courageux et fertiliser sa lutte héroïque. Il nous appartient de tirer les enseignements de cet échec. Et c'est dans le cimetière des échecs que se bâtit la réussite. Au lieu de s'agenouiller et pleurnicher sur ce qui est arrivé, il nous appartient d'en tirer les enseignements et de reprendre le chemin vers le progrès. Juge Va. Oui, mais dans le fond, est-ce que vous n'avez pas participé à tout ça? Quand je regarde, c'est vrai que vous dites échec, vous dites qu'il y avait quoi qu'on dise aussi, le rôle premier, la responsabilité de celui qui était le chef du navire. Mais il y avait beaucoup de partis politiques qui, à un moment donné, lancé un certain nombre d'appels, presque à ce que l'armée aussi s'assume. Est-ce que là-dessus, pour ce qui est en train d'arriver, ce qui est arrivé, vous ne l'avez pas voulu en la fin? Donc vous avez voulu que l'opposition... Je n'ai rien voulu. Puisse faire un appel à l'armée afin qu'elle intervienne. Je n'ai rien voulu. Ce que je dis, parmi les partis politiques que vous êtes, certains ont même appelé à ce que l'armée vienne. Je dis, est-ce que ce n'est pas vous, en définitive, qui nous avez mis dans cette situation? Parce que quand on parle de responsabilité, à demi-mot, vous dites, bon, il y a le président, non, il y a ceci, nous on reconnaît notre responsabilité, mais vous ne dites pas de quelle responsabilité il s'agit. Parce que Bénal l'a posé de façon frontale. Donc finalement, ce que moi je veux comprendre, c'est que la responsabilité de la classe politique, c'est l'avènement du coup d'État, ou bien c'est parce que... Oui, même ça. Mais le président Damiba l'a dit dans son discours, il a dit que l'armée a été obligée d'assumer son devoir. Je ne parle pas du discours du président. Il n'appartient pas à la classe politique d'indiquer le chemin. C'est vous que j'ai devant nous. Nous, ce qu'on est en train de faire ici, c'est le procès de vos postures et ce dans quoi on est aujourd'hui. J'ai dit à un moment donné, on a eu l'impression que c'est vous qui appelez ça de vos voeux. En tout cas, ce n'est pas sorti de ma bouche. Ceux qui ont appelé à l'avènement d'un coup d'État sont dans ce pays. Vous pouvez les interroger. Je pense que votre plateau est une belle tribune pour qu'ils puissent largement expliquer les motivations de leur appel. Justement, moi, je n'ai, à ma connaissance, jamais demandé à l'armée d'intervenir. Mais si l'armée est intervenue, nous comprenons cette démarche. Nous pouvons expliquer les raisons sans pour autant justifier l'intrusion de l'armée dans la scène politique. Maintenant, justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de regret? Parce que vous lanciez, je me rappelle, je parle de vous, ex-CFOP, le mot d'ordre d'un mois, s'il n'y avait pas de résultat probant, vous demanderiez par la rue ou en tout cas par des moyens qui restent républicains le départ du président ou la démission du président Roch Kaboré. Dans tous les cas, même s'il partait, on restait encore dans la Constitution. Il y avait un président de l'Assemblée nationale qui avait 6 mois pour organiser des élections. On restait en tout cas dans un cadre qui était celui qu'on connaît et bien encadré. Est-ce que vous ne regrettez pas de n'être pas allé au bout? Parce qu'après, tout le monde vous reprochait de n'être pas allé au bout. Bon, nous avons engagé un processus qui a consisté à inviter l'exécutif à engager des actions fortes et énergiques pour sortir le Burkina Faso de l'ornière terroriste. Nous avons indiqué le délai d'1 mois et à l'issue d'1 mois, il était question de faire une évaluation pour enfin tirer les conséquences. Et je pense que l'opposition était purement dans une démarche républicaine. Elle a clairement assumé sa démarche et à côté de cela, le coup de force est intervenu. Nous avons simplement pris acte.
Mais certains vous reprochaient, pas de les avoir embarqués, mais vous reprochez au regard du tendu du départ, on vous donne 1 mois, si ce n'est pas fait, voilà ceci, voilà cela. Et puis après, on avait l'impression que on n'était plus dans la même fermeté. Juste peut-être parce qu'à un moment donné, lorsque le mot d'ordre était donné, il y avait des marches ici et là, un peu partout, que ce soit à Ouagadougou ou à l'intérieur du pays, pour dire à un moment donné, Monsieur le Président, ça ne va pas, si vous ne pouvez pas partir. Et c'est dans cette mouvance-là, dans cette vague-là qu'on a entendu la fermeté de votre appel. Et puis après, pour certains Burkinabés, plus rien. On s'est dit, bon, et il y a même certains membres de l'opposition, de partis comme le CDP, qui disaient on ne comprend plus pourquoi cet attentisme, pourquoi cette façon de se convenir, de s'accommoder de situations qu'ils trouvent quand même un peu difficiles. Et même sur certains plateaux, on a reçu ici le chef de file de l'opposition politique qui avait même du mal à vraiment nous expliquer pourquoi on n'a pas la même fermeté du début. Et ça, c'est ce que beaucoup de Burkinabés vous reprochaient. Bon, moi je suis membre de l'ex-CEFOP. Évidemment. Ici, les démarches, les actions du CEFOP pourraient être examinées sous une autre tribune. Mais c'est vous qui l'avez lancé, ce mot d'ordre ensemble. Oui, c'est ça, je dis. Ici, il n'est pas question pour moi de venir parler au nom du CEFOP. Non, vous m'avez invité, le CEFOP, là, c'est fini. Vous évoquez les actions du CEFOP. Vous m'avez invité en tant que responsable du MCR. Je suis en train de vous expliquer la position du MCR. Lorsque vous allez m'inviter au nom du CEFOP, je vais requérir naturellement l'avis du président de l'ex-CEFOP, qui va certainement me donner les orientations sur la base des délibérations de ce regroupement. Je viendrai les défendre lorsque cela va s'imposer. Mais je vous dis de façon globale, comme j'étais acteur de ce regroupement, il y a eu un ultimatum qui a été donné pour 1 mois. Il était question d'exiger des actions fortes et énergiques pour affronter les terroristes. Ce délai étant expiré, le CEFOP, lorsqu'il s'est retrouvé, a estimé qu'il y avait lieu d'évaluer les différentes actions qui ont été menées sur le terrain avant d'agir. Mais je ne peux pas vous dire plus que ce que M. Edi Kombogo vous a dit. Lorsque vous aurez besoin de plus de détails, il appartiendra au CEFOP, l'ex-CEFOP, de s'expliquer. Je souris un peu parce que ça m'étonne un peu l'argumentaire qui est tenu, parce que vous faites partie du CEFOP, vous avez lancé le mot d'ordre ensemble. Moi, je ne fais pas le procès du CEFOP, je fais le procès de personne. Je constate qu'à un moment donné, vous étiez dans une dynamique commune, et parce que je vous ai sur le plateau, je vous dis qu'aujourd'hui, on est dans une autre ère, avec des gens qui se sont assumés. Vous aviez un levier pour pouvoir nous permettre peut-être, avec la pression, d'éviter ce dans quoi on est aujourd'hui, peut-être de rester dans un ordre conditionnel avec un président de l'Assemblée nationale qui soit obligé dans 6 mois d'organiser des élections. C'est pour ça que je continue mon argumentaire et mes questions. Donc loin de moi l'envie de faire un procès pour un ex-CEFOP ou quoi que ce soit. C'est M. Tahirou Barry que j'ai ici, qui était d'ailleurs, si je ne m'abuse, sur le présidium qui, lorsqu'on lançait le mot d'ordre, et je crois qu'il devrait lire même au départ, peut-être je ne trahis pas des indiscrétions, le discours qui avait été donné, mais qu'il n'a pas lu par après. Mais je veux dire, c'était un parti qui était engagé au sein de CEFOP relativement à ce qui avait été lancé. Maintenant, nous, on jette seulement un regard rétrospectif. N'y voyez pas un procès. Non, mais maintenant, que voulez-vous que je vous dise en dehors de ce que j'ai dit? Non, peut-être nous avons donné un délai au gouvernement pour agir. Le gouvernement, à l'intérieur de ce délai, a eu à poser un certain nombre d'actes. Le CEFOP a estimé, au cours d'une rencontre qui avait lieu, d'évaluer les actions qui ont été entreprises avant d'agir. Maintenant, vous voulez que je dise quoi? C'est pas le CEFOP le problème. Moi, je parle de Tahirou Barry en tant qu'acteur au sein d'un CEFOP ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi je dis que c'était une dynamique commune. Donc, c'est à vous que je pose la question. La preuve, même la classe politique dont on parle, quand il s'est agi de parler d'élections, dans le contexte qui n'avait pas changé, que tout le monde connaît et tout, là, on arrivait à trouver un dénominateur commun pour avancer, parce que les élections,
c'était le plus important. Et là, pour certains Burkinabés, on se disait, écoutez, on est dans certaines situations, on a l'impression que pour le politique, le plus important, c'est se faire réélire ou quoi que ce soit, c'est les calendriers électoraux. Voilà pourquoi j'ai dit, à un moment donné, on tape sur la table pour dire ça ne va pas, parce que tous les Burkinabés se sont rendus compte que ça n'allait pas, mais à un autre moment, on a l'impression que bon, c'est passé, tout le monde baisse la garde, et puis on est sur d'autres intérêts, qui sont ceux notamment de partis politiques, et c'est sur ça que je reviens. D'accord. Juge Bougman. Alors moi je constate, je suis d'accord avec Geoffroy, c'est que l'évaluation a pris du temps et finalement on n'a pas eu les fruits de l'évaluation. Ça au moins c'est un constat, alors que la situation elle est là, implacable. Donc un délai qui est donné, des Burkinabés qui attendent au terme du délai. Et au terme du délai d'ailleurs c'était un silence radio, il a fallu que le chef de file de l'opposition soit sur un plateau pour dire que oui, le délai est passé, mais ils vont évaluer. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu le résultat de cette évaluation pour dire on lance un deuxième ultimatum ou on lance des actions fortes. Donc, effectivement, les Burkinabés ont attendu cette évaluation en vain. Que vous soyez le chef de file de l'opposition ou pas, actuellement ici, pas au titre de l'ex-chef de file de l'opposition ou pas, c'est un constat que vous, à l'opposition, vous avez donné rendez-vous aux Burkinabés. Et un deuxième rendez-vous, c'était l'évaluation qu'on n'a pas vue jusqu'à ce que les événements arrivent. Et ça, c'est un constat. Maintenant, avant les élections, l'Assemblée nationale, je pense de mon point de vue, avait quand même joué un rôle déterminant, qui avait fâché la classe politique, il faut le dire, parce qu'ils disent que les élections, la décision d'aller aux élections, c'était sur la base d'un consensus, c'est issu du dialogue politique, donc il n'était pas question de remettre en cause le calendrier électoral. Vous étiez député quand l'Assemblée nationale a décidé de découpler la présidentielle des législatives, tenir la présidentielle pour respecter les délais constitutionnels, et compte tenu du fait que la circonscription électorale du chef de l'État, du président de la République, c'est le territoire national, alors que dans certaines provinces, on ne pouvait même plus déjà aller battre campagne. Donc, mais ça fâchait la classe politique, pour ne pas dire les leaders de la majorité et de l'opposition. En son temps, je fais partie de ceux qui disent, effectivement, il y a de la vérité là-dedans. Est-ce que c'est pas mieux de découpler? Parce que après ils disent, après les élections, c'est de se concentrer pour restaurer l'intégrité du territoire avant de faire les élections législatives et éventuellement municipales qui allaient découler. En son temps, bon, comme on appelle ça, les leaders de la majorité de l'opposition, Diabré et Compaoré, donc Simon, n'étaient pas d'accord avec ces façons de voir, et les députés en ont plus pour les grades même au sein de leur parti politique. Alors, est-ce qu'avec le recul, cette classe politique, vous dites que, c'est bien, M. Damiba dit clairement que vous êtes à 100% responsable. Est-ce que réellement l'Assemblée n'avait pas vu juste en son temps? Mais il est clair que c'est l'ensemble des groupes parlementaires qui avaient convenu du report des élections au regard du contexte fort dégradé de la situation nationale. Mais en son temps, il y avait le dialogue politique qui était animé par les deux acteurs des tendances politiques, la majorité, l'opposition, qui ont convenu de tenir l'élection malgré cette situation quelque peu difficile. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de mon message ici, tirons tous les enseignements. Il y a dans le parcours d'une nation des moments d'incertitude, il y a des moments de difficulté, il y a des échecs, mais c'est sur le cimetière des échecs que se bâtit la réussite. Et à travers les concertations qui sont annoncées, à travers les échanges qui sont annoncés, il y a lieu de faire un diagnostic sans complaisance de la situation nationale, de regarder notre passé avec audace et de tracer le chemin vers l'avenir. Pour moi, c'est ce qui importe le plus. Alors, Tahirou Barry, peut-être une question pour préciser. Vous êtes président du parti, vous l'avez dit, vous êtes ici au titre du MCR. Alors, quel est le regard aujourd'hui du MCR par rapport à ce coup de force-là? Est-ce que c'est une fenêtre d'opportunité, comme beaucoup le disent, ou bien c'est un recul démocratique? Bon, je dirais que nous avons accueilli ce coup de force dans une posture d'introspection, de réflexion et d'espoir. Introspection et réflexion parce qu'il y avait lieu de savoir pourquoi le coup d'État est intervenu. Et nous avons estimé que s'il y a eu coup d'État, c'est au regard des réponses insuffisantes
qui ont été apportés aux préoccupations de la nation. Le Burkina Faso était à un certain moment donné au bord de l'effondrement. Le Burkina Faso végétait pratiquement au bord du précipice. À un certain moment donné, les Burkinabés n'avaient plus d'espoir. Ils ne savaient plus à quel sein se vouer. Un coup d'État reste un coup d'État. En tant que républicain, est-ce que vous pensez justement qu'on peut considérer qu'il y a des coups d'État salvateurs? Pour vous donner mon point de vue personnel, il faut éviter de prendre des positions de principe sans contextualiser les situations qui arrivent. On ne doit pas occulter le contexte dans lequel le coup d'État est intervenu. Moi, je pense qu'il y a lieu de chercher à expliquer les origines, les causes du coup de force sans les justifier. Parce que les justifier viendraient à dire voici les raisons qui peuvent légitimer ce coup de force. Mais nous disons, on ne rentre pas dans ce débat. Ce que nous disons, il faut examiner les causes qui ont été à l'origine de l'interruption du processus démocratique, tirer les enseignements et repartir sur de nouvelles bases. Quelles sont les causes? Tout le monde le sait. C'est la forte dégradation de la situation sécuritaire. Et comme la sécurité fonde tous les éléments de la vie nationale, mais il y avait lieu de résoudre fondamentalement ce problème. On n'a pas eu cette réponse. Il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de justice, il y a un problème de paupérisation de la population. Mais autant d'éléments qui ont fait que le peuple ne croyait plus en rien et cherchait pratiquement un messie pour pouvoir retrouver l'espoir. C'est pourquoi, à travers déjà la proclamation qui a été faite, moi je pense que le défi fondamental pour ce nouveau pouvoir, c'est de restaurer l'espoir et la confiance. Parce que sans confiance, il n'y a pas de grande nation. Sans confiance, il n'y a pas d'énergie collective, il n'y a pas d'élan commun pour aller vers le progrès. Et la leçon de l'histoire, cette constance de l'histoire, c'est le principe de la loi de la causalité. Les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets. Et je pense sincèrement que c'est cet enseignement que nous devons tirer. Juge Va. Votre question a été a eu sa réponse avec toute comment dire cela, toute la dextérité qu'on connaît de l'homme politique. Mais je pense que le contexte n'exclut pas aussi le rappel de postures principielles. Quand on dit qu'on est républicain, bon, ça c'est le commentaire que je me permettais. Maintenant, quand vous nous rappeliez que vous étiez quand même d'un gouvernement sous l'ex-président Roch Kaboré, mais quand on se rappelle de vous, il y a quand même un courage qu'il faut vous reconnaître. D'être quitté et d'avoir fait un écrit pour dire que ça ne va pas. Et puis on se rappelle de votre illustration, celui qui sommeille en plein feu de brousse. Et ça, c'est une image qui avait été, en tout cas, fortement commentée, que certains avaient compris comme étant un genre peut-être d'injure même, presque, mais qui transpirait pour beaucoup peut-être aussi ce que vous avez pu constater de l'intérieur. À la fin, vous vous dites, j'ai eu raison. À mon humble avis, quand on est face à des douleurs aussi intenses comme celle de la nation, la raison d'un citoyen importe peu. Moi, en toute franchise, et Dieu m'est témoin, en démissionnant du gouvernement, en toute franchise et en toute sincérité, j'ai écouté une voix forte de ma conscience. En toute franchise, et Dieu m'est témoin. Je ne peux pas battre campagne, sillonner les villes, les villages, les campagnes, pour aller plaider pour un Burkina nouveau, pour un Burkina fort, pour un Burkina refondé, et être dans un gouvernement qui méprise les valeurs de la nation. En toute franchise, ce que j'ai exprimé, peut-être c'est mon défaut. Je suis dans une arène politique où on érige le mensonge, la perfidie, les manœuvres comme des principes.
moi, je préfère me dévoiler. Je préfère exprimer ce que je pense. Et j'ai dit, en démissionnant, que le président du Faso était profondément endormi au milieu d'un feu de brousse. Le feu de brousse était réel. Il était chaud. Mais pendant ce temps, on n'a pas senti un chef d'État pleinement, je ne sais pas si ça peut blesser, mais pleinement conscient de ses responsabilités. Je ne sais pas si le terme conscient peut blesser, mais un chef d'État qui avait une certaine conscience des enjeux. C'est ce que moi j'ai voulu dire. Et j'ai demandé au président de prendre ses pleines responsabilités, de rentrer dans la fonction présidentielle et de régler les problèmes. C'est simplement ce que j'ai voulu dire. J'ai même donné 5 raisons dans ma lettre de démission. La sécurité. Et en son temps, j'ai dit, nous avons les forces de défense nationales, les forces armées, désespérément désarmées face à une armée de terroristes sans l'arme de pitié. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si Tahirou Barry a eu raison ou pas. Le plus important, c'est de regarder où nous devrons aller, quelle est la feuille de route qui s'impose, parce que nous n'avons pas droit à l'échec. Le peuple burkinabé a trop souffert. Les populations sont éreintées, sont désespérées, ne croient plus en rien. Regardez les 2 millions de déplacés. La dernière fois, nous étions sur le terrain à Kaya. Puis je ne sais pas, mais j'ai failli verser des larmes quand j'ai vu des enfants désespérés, qui avaient de la peine à s'alimenter, des femmes désespérées. Moi, je pense que nous devrons tous nous donner la main pour que cette nouvelle équipe au pouvoir puisse réussir. Et l'échec est interdit. Pour parler comme les footballeurs, l'échec est interdit et nous devrons tous regarder dans cette direction, accompagner ce pouvoir afin que nous puissions nous repositionner sur les sentiers du développement. Oui, et par rapport à ce repositionnement, vous entendez jouer quel rôle? Non, c'est le rôle que l'histoire va nous imposer. Lorsque le président Damiba nous a reçus, il y a une formule qui a fait un peu l'objet de polémique sur le caractère apolitique de la transition. Mais voilà à peu près, si ma mémoire est bonne, voilà à peu près ce que le président Damiba a dit. Il a besoin d'une transition qui aura une image apolitique. C'est un peu la formule qu'il a, une image apolitique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir une image apolitique? Moi, je pense, dans ma compréhension, que le président a voulu simplement indiquer que la transition ne sera pas l'otage des groupuscules politiques, des organisations politiques, des acteurs politiques. Parce que, n'oubliez pas la leçon de 2014. Moi, j'ai eu la chance d'être membre du collège de désignation du chef de l'État sous la transition. J'étais même le rapporteur. Mais l'anecdote que je vous fais, dans le collège de désignation, il y avait les partis politiques, il y avait les OSC, il y avait les organisations religieuses et coutumières. Mais dans les textes, il est dit que les OSC ne doivent pas être membres des formations politiques. Alors que nous avons noté qu'il y avait des OSC qui avaient aussi une casquette politique. Donc en son temps, moi j'ai clairement indiqué en tant que rapporteur qu'on ne peut pas tenir cette session avec déjà ces gens de faux qui doivent nous permettre de fixer une destinée pour notre nation. Nous avons fait près de 2 heures de débat sur la question. Et je peux dire, toujours pour des confidences, que je pense que j'ai été quelque peu piégé, parce qu'en temps, on m'a demandé, en tant que rapporteur avec le professeur Ibriga, de sortir dans une autre salle pour préparer le questionnaire que nous allons administrer aux différents candidats à la fonction présidentielle. Et lorsque nous sommes sortis, le temps de finir ce travail, lorsque nous sommes arrivés, j'entends que le sujet est déjà traité et qu'il a été dit que ne pas être
des partis politiques voudrait dire ne pas être membre dirigeant des partis politiques. Donc, pour vous dire à quel point la transition était quelque peu prise en otage par certaines formations politiques. Et c'est cette couleur, moi c'est ma compréhension, que le président Damiba a voulu éviter. La transition ne doit pas être l'otage de partis politiques, d'acteurs politiques. La transition doit transcender les considérations politiques et partisanes. La transition doit s'élever au-dessus des intérêts politiques et politiciens. Parce que ce qui est important, c'est l'avenir de la nation. Ce qui est important, c'est le devenir de nos enfants. D'accord. Il a aussi dit que au niveau individuel des partis politiques, il pourrait s'intéresser à certaines personnalités pour accompagner la transition, sur nos informations exactes. Alors dans ces conditions, si vous êtes approché, vous entendez jouer quel rôle? Non, moi je pense que ce n'est pas d'actualité. Pour moi, mais la transition se prépare avec des organes, mais c'est des hommes qui vont animer ces organes. Ce ne sont pas des questions pour le moment qui sont d'actualité, parce qu'il faut une feuille de route. Il faut une feuille de route. Il faut que on sache exactement où nous avons comme destination à atteindre et le chemin à emprunter. Bon, mais si je saute comme ça pour dire oui, je suis disponible, je suis... Non, moi je pense que en toute chose... Ne sautez pas. Je vous pose une question. Le gouvernement de la transition va être mis en place si vous êtes appelé à venir comme ministre. Est-ce que vous répondiez favorablement? Ou bien si c'est pour être parlementaire de la transition, entre les deux, c'est où vous vous sentez mieux à l'aise si on vous appelait dans l'un de ces organes ou si on ne vous laisse pas aussi le choix des organes? Monsieur Bernard Bouma, oui. Permettez-moi de ne pas faire de la fiction politique. Mais vous êtes un homme politique, ce n'est pas de la fiction, c'est de l'anticipation, c'est de regarder avec réalité. Des projections. Pour le moment, je n'ai pas de commentaire à faire. Pourquoi? Je ne vais pas m'engager dans un processus sans un minimum d'informations sur la destination. Parce qu'en tout vous avez peur de vous dévoiler plus. Vous avez peur de vous dévoiler plus. Ce que vous dévoilez vos ambitions plutôt. La politique, c'est le port à atteindre. C'est le chemin à emprunter. Et c'est en fonction de ça que les énergies sont déployées. C'est en fonction de ça que les compétences sont interpellées. Et c'est en fonction de ça qu'on peut se rendre utile à la nation. Mais tu ne peux pas te lever comme ça, ventre en l'air, excusez-moi du terme, ou dire je suis prêt, je suis ainsi, ceci et cela. Non. Il y a quand même une démarche. Il y a une démarche, il y a un but, il y a des objectifs. Et c'est en fonction de ça qu'on se détermine, mon frère. Mais vous êtes prêt à accompagner, ça veut dire quoi alors? Le président Damiba, à la fois dans son discours et lors de la rencontre, a clairement indiqué que la contribution des uns des autres est attendue. Et quand on parle de contribution, il a été très clair, il s'agit de contributions sincères et désintéressées. Donc, la contribution peut se faire au niveau citoyen et la contribution peut également se faire au niveau des organisations. Ces organisations peuvent être politiques et peuvent être des OSC. Donc, c'est à ce niveau, par exemple, au niveau du groupe de l'ex-FOP, des réflexions sont déjà en cours pour voir quelles peuvent être les idées, les propositions qui vont être soumises à la nouvelle équipe dirigeante. Au niveau du MCR, nous allons réfléchir également pour voir quelles sont les propositions qu'on peut mettre à leur disposition. Et comme il a si bien dit, son objectif dans son discours, c'est de fédérer les énergies pour aller vers le redressement. Et c'est dans ce chemin que nous voudrons nous situer. Alors, Monsieur Barry, on ne va pas faire de la fiction, on va rester sur les faits. Pour encadrer justement la gestion du pouvoir, les nouvelles autorités ont adopté un acte fondamental. L'autre enjeu, comme vous l'avez dit, c'est la mise en place des organes de la transition. Et l'autre question, c'est le chronogramme, la durée de cette transition. Sur ce chapitre-là, quelle est la lecture du MCR? Est-ce qu'il faut 1 année, 2 ans, ou bien il faut le scénario malien 4 ans ou pourquoi pas 5? Je n'ai pas consulté le MCR. Mais si vous voulez mon avis, bien sûr, puisque vous êtes là aussi de si vous voulez mon avis, pour moi, il est hors de question, de reparler de 1 an de transition. Parce que c'est à cause de ces 1 an que le travail n'a pas été fait et bien fait. Parce que moi, dans ma vision, les périodes de troubles politiques sont des opportunités pour construire un nouveau ordre. Et comme on le dit, la mauvaise herbe
on ne la coupe pas, on la déracine. Donc, il faut du temps. Et le temps qui me paraît raisonnable, c'est 2 ans. En 1 an, on peut résolument trouver des solutions, des réponses fortes aux problèmes sécuritaires. Les 1 an qui reste, c'est d'asseoir un dispositif législatif et réglementaire favorable pour que, du point de vue des systèmes électoraux, on puisse asseoir l'équité, la transparence et la justice dans le jeu électoral. Il faut faire en sorte que le champ politique soit déverrouillé, que le champ politique ne soit pas l'otage des plus nantis en griffe des délinquants économiques qui viennent acheter des consciences pour acquérir le pouvoir et se perpétuer au pouvoir. Et c'est malheureusement la source du mal et c'est malheureusement ce qui entraîne les coups de force politiques. Alors, au regard de notre loi fondamentale actuelle, qui est d'ailleurs qui était dans les tuyaux pour qu'on ait un référendum, je parle de la Constitution, vous vous inscrivez toujours dans cette démarche ou bien la Constitution en l'état est bien, parce qu'il y en a aussi qui avaient dit on n'a plus besoin d'un référendum, c'est bien. Vous voyez, moi je pense que nous avons des priorités. Nous avons des priorités. Et la priorité numéro 1, c'est la sécurisation du territoire. Monsieur Barry, vous avez dit 1 an pour sécuriser et les autres années, c'est pour le dispositif législatif. Mais le dispositif législatif, c'est pour aller vers le rétablissement de l'ordre de l'ordre démocratique. Oui, tout à fait. Mais est-ce voilà, que passage, on a besoin d'un référendum ou bien... Non, on n'a pas besoin de retoucher à la Constitution pour ça. C'est au niveau du code électoral, il faut revoir, par exemple, la limitation des dépenses de campagne, le contrôle des dépenses de campagne, l'origine des financements. Ça, c'est quand même des éléments assez déterminants. Il faut faire en sorte que la corruption électorale soit sévèrement sanctionnée. Moi, je pense qu'il faut... La Constitution, on n'a pas besoin de la retoucher à ce stade. Il y a des priorités. La priorité, c'est de rétablir la sécurité, essayer de se préparer pour les échéances, mais dans un contexte où le dispositif est favorable pour un déverrouillement du champ politique. Mais on ne doit pas aussi oublier les autres priorités, comme la question de l'impunité, la question de la malgouvernance, la question de la braderie du foncier, la question de la vie chère. C'est pourquoi je vous ai parlé de feuille de route. S'il y a une feuille de route, on s'entend pour essayer de déterminer les priorités, on rassemble toute la nation autour de ces priorités, on tait nos considérations politiques, les agitations politiques, tout ça, on met ça en parenthèse. Personne ne parle de sa chapelle politique, on regarde la priorité de la nation et on construit le pays sur des bases saines, sur des bases consensuelles, sur des bases justes. Tout à l'heure, vous nous donniez un peu des éléments de ce que vous aviez eu comme échange avec le chef de l'État. Et vous disiez qu'il vous tenait responsable, en tout cas en partie pour ce qui est arrivé, et puis que la transition qu'il veut, il la veut avec une, je ne sais pas quel est le mot que vous avez employé, en tout cas une sensibilité apolitique. Une image apolitique. Une image apolitique. Et tout à l'heure, vous disiez aussi que ce n'est pas le moment de presser pour sa chapelle et tout. Est-ce que c'est pas, comme le disait le Faso.net, parce que quand je lisais avec le titrage, est-ce que c'est pas un chômage technique pour les hommes politiques que vous êtes? Bon. Je pense que vous les journalistes souvent aussi, bon, c'est pas facile avec vous. Moi je pense que la classe politique sincèrement a dessus. Mais le défi, c'est de réhabiliter l'action politique. Il faut donner sens à l'action politique. La politique fondée sur la vertu, dans la philosophie de Aristote, c'est cette politique que nous devons restaurer. Et malheureusement, les acteurs politiques ont arraché à la politique toute sa noblesse et sa vertu. Vous voyez par exemple, je rends une fois de plus hommage au professeur Laurent Bado, que j'ai accompagné un peu partout dans ses conférences, dans ses meetings. Pratiquement dans tous ses meetings, il a l'habitude de dire, lui, il n'est pas un politicien, mais il est un homme politique. Le politicien, c'est celui qui flatte les passions populaires. Et l'homme politique, c'est celui qui se préoccupe du devenir de sa cité, des préoccupations de sa cité. Et il a toujours dit que la politique, malheureusement, est l'otage des warriors
des terminators et des exterminators. C'est un peu l'image. Donc, le défi aujourd'hui, c'est de réhabiliter la politique, de restaurer la vertu et faire en sorte que ce ne soit pas les plus indignes du point de vue de la probité qui envahissent ce milieu. Parce que la politique aussi doit être occupée par des hommes sérieux. Norbert Zongo l'a dit, le mal de ce siècle, c'est moins l'action des méchants, mais c'est le silence des hommes bien. Tous ceux qui estiment qu'ils ont des valeurs à partager, des principes à défendre, des actions fortes à engager, mais ces personnes ne doivent pas se mettre en dehors de l'action politique, parce que la politique, c'est un instrument pour réaliser le bien commun, pour servir l'intérêt général. Et c'est ça qui justifie et qui légitime l'action politique. Par conséquent, elle ne doit pas être laissée aux mains des sans-foi ni loi. Alors, M. Barry, le Burkina Faso ne vit pas en vase clos. Le Burkina est membre d'un certain nombre d'organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO. Il y a un sommet extraordinaire qui s'ouvre ce matin même pour statuer sur le cas du Burkina Faso. Le ton avait été donné en suspendant justement notre pays des instances de cette organisation. La votre égard là-dessus, est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous êtes optimiste au regard des conclusions qui pourraient sortir en tout cas de cette rencontre-là? Moi, je pense qu'ici, la CEDEAO ne doit pas s'engager dans une démarche punitive. La CEDEAO doit être dans une poursuite d'écoute et d'accompagnement d'un peuple qui a décidé de prendre sa destinée en main. Il faut sortir de cette rhétorique, de ce scénario qui consiste toujours à condamner les conséquences d'une situation, d'un mal, sans pour autant condamner les causes et les traiter. La CEDEAO ne doit pas rester aphone quand le pays traverse des épreuves et subitement retrouver la voie quand une situation désagréable arrive. Pour moi, c'est une lecture quelque peu sélective qui est faite et il faut arrêter cela. Alors, messieurs les juges, dernier commentaire ou dernière question à notre invité avant qu'on ne referme le pod de cette émission. On commence avec le doyen des juges. Oui, c'est vrai qu'on a parlé des hommes politiques. Il a même rappelé aussi comment dans la transition passée, ils ont eu un impact qui n'est pas forcément heureux sur le déroulement des choses. Mais quand on se rappelle de notre transition, c'était une conjugaison de civils et de militaires, je veux dire comme ça, parce qu'on avait pu avoir un président sur casting, mais qui était avec un premier ministre militaire et qui lui aussi avait ses enjeux avec ses frères d'armes et tout. Et on a vu ce que ça donnait durant la transition. On a eu une branche civile qui quand même s'est très bien comportée, mais pour ce qui est celle militaire, à chaque fois, les bisbilles qu'il y avait risquaient même de remettre ou bien de court-circuiter la transition. Je dis qu'on est au début, on n'est pas charlatan, on n'est pas jeteur de courrier. C'est des militaires qui sont là, on n'est pas dans le même contexte. À chaque fois quand on discute, on ne parle pas d'eux en tant que tel. Est-ce que vous êtes rassurés? Vous avez échangé avec le chef de l'État. Est-ce que vous êtes rassuré sur le déroulement des choses et qu'on n'ait pas à être dans les soubresauts et les avatars d'incompréhension au niveau militaire? Bon, non, pas moi particulièrement. Je ne dis pas que j'ai échangé le chef de l'État. Nous sommes allés l'écouter. Il avait un message à dire. Il a dit le message. Les différents représentants ont répondu par courtoisie. Bon, c'était pas le lieu vraiment des échanges. Ce que moi je peux dire, et je l'ai publié sur ma page Facebook, c'est un conseil fort qui me tient à cœur. Que le président d'Amiba et son équipe restent à l'écoute du peuple. Parce que le fondement de toute légitimité, c'est le peuple. Que le président d'Amiba fuit à la Usain Bolt tous les laudateurs et les courtisans mielleux qui n'ont jamais rendu service à la gouvernance. C'est les principaux conseils que moi je lui donne. Maintenant, s'il essaie de baliser ce terrain, il faut qu'il s'attaque résolument au problème, qu'il nettoie de façon vigoureuse, de façon courageuse, de façon approfondie les plaies puantes de la nation.
sans pitié. Parce que l'histoire va le juger. L'histoire va le juger et de façon impitoyable. Parce que la responsabilité aujourd'hui de cette équipe, elle est double. Ce sont des militaires qui doivent affronter le mal militaire, à savoir le mal terroriste. Et ça, je prie Dieu pour qu'ils réussissent dans l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Juste pour moi. Bon, on est pratiquement à la fin parce que j'étais vraiment curieux d'entendre M. Barry nous dire clairement le rôle qu'il entend jouer en tant que citoyen burkinabé, en tant qu'homme politique de façon franche. Et voilà. Maintenant, bon, je crois aussi que nous sommes dans une situation délicate où c'est très difficile. Sinon, je pense aussi de mon point de vue que vous avez aussi un rôle à jouer. C'est souvent tendu entre nous en termes de regard, mais là je vous dis sincèrement ce que je pense et le dire et l'assumer, ce n'est pas faire preuve d'orgueil, mais c'est de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on vaut dans cette transition. Donc je pense qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui ont un rôle à jouer, mais certains, nous allons aussi leur demander de se reposer par rapport à cette transition. Ce n'est pas que des fleurs jetées, mais j'ai dit ce que je pense et le dire ouvertement aussi, on n'a pas besoin de ne pas le dire, parce qu'eux-mêmes ils ont dit, ils vont choisir certains d'entre vous, mais pas au titre d'un parti politique, parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est la couleur du parti. Alors, Tahirou Barry, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Vous êtes le président, en tout cas, du MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance. Avec vous, on a parlé de la situation sociopolitique au Burkina Faso et on a abordé le virage que le Burkina doit prendre pour réussir cette transition-là. Merci une fois de plus d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et WattFM.